On va réellement parler du bouquin, donc maintenant, hashtag presque 50, puisque c'est pour ça qu'on vous a invité. Vous avez bien vécu vos 50 ans ou pas ? Eh bien, écoutez, oui, j'ai pas eu de crise de la cinquantaine, j'avais pas eu de crise de la quarantaine, mais j'avoue que quelques temps avant d'arriver à 50 ans, je me suis dit que j'allais les avoir et que ça a été presque une surprise. Je me suis dit, putain, ça va passer vite. Alors, même, j'en dis des gros mots à l'antenne, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et ça a passé vite, donc qu'est-ce que je fais puisque je me sens pas mal donc, je me suis dit, je vais tenter de me lancer un défi, rédiger 50 petites histoires, 50 jours avant mes 50 ans et on verra ce que ça donnera. Et ça a donné ça. Au départ, c'était un blog. C'était un blog, effectivement. C'est-à-dire que vous avez tenu ça en ligne et puis il y a un éditeur qui a dit « Ah bah tiens, ça c'est pas mal, je vais quand même le publier ». Vous dites 50, parce qu'on a compté 49. Moi. Oui, en fait, c'était presque 50. Donc voilà, 49 jours avant mes 50 ans, on n'a pas compté le 50e. C'est quoi l'objectif de ce défi ? C'est de vous raconter, c'est de raconter le monde qui vous entoure, c'est de témoigner sur votre condition. On va le dire, vous êtes homosexuel et vous le revendiquez, vous l'assumez complètement. Et c'est de raconter comment on vit quand on est un Belge, installé à Bruxelles, homosexuel, actif dans le monde des médias au départ et dans une autre profession ensuite. C'était ça le point de vue ? Oui, vous avez dit revendiquer, je revendique pas du tout en fait. Je voudrais qu'on nous foute la paix. Je voudrais que ça soit le plus banal possible, que ça fasse partie des réalités du monde comme les yeux bleus ou bien les cheveux blonds ou bruns. Il se fait que la réalité du monde sur les questions de genre est toujours extrêmement tendue. Et on le voit, le mouvement MeToo, par exemple, en est une illustration avec la réalité que vivent les femmes et des discriminations, des injustices qui continuent de se commettre au quotidien. Et je pense que ce qui m'a fait... en fait, ça m'a surpris aussi de voir qu'il y ait autant de hashtags, puisque chaque histoire porte un numéro et que le numéro est précédé d'un hashtag, qu'il y ait autant de hashtags qui soient finalement dans ce livre consacrés à cette réalité. Parce que ça m'a dépassé moi-même. Je n'avais pas l'intention de raconter autant de choses qui soient liées aux questions de genre. Est-ce que ça veut dire que c'est en écrivant que vous avez pris conscience du regard des autres et de la pression qui était sur vous ? De mon regard d'abord. Je me suis rendu compte que ça prenait plus de place que je ne l'imaginais et que c'était peut-être un moyen justement de créer du lien intergénérationnel, de permettre à des plus jeunes que moi de comprendre s'ils sont dans un questionnement qui est lié à leur genre, s'ils subissent du harcèlement, du bullying ou bien s'ils sont sujets à violence ou à humiliation, c'est pas normal, il faut pas rester tout seul avec ça et qu'on a le droit de s'exprimer sur cette question de genre quand elle nous touche d'aussi près. Une question de genre et question d'orientation sexuelle. Bien sûr. Ce que vous racontez, et ça revient à plusieurs reprises dans votre récit, c'est que le regard des autres, il continue d'être lourd, je mets des guillemets, mais qu'on vous interroge quand même toujours un petit peu sur votre homosexualité et que, y compris dans la rue avec des inconnus, ça reste quelque chose qu'on vous renvoie. Bien sûr, le harcèlement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien sûr que non, et il faut avoir le cuir épais. Même en 2020, et même quand vous êtes, par exemple, à Paris, quand vous racontez, ça vous arrive. Tout à fait. Quand on rentre d'un voyage à Paris, on est dans un escalator, et puis il y a 3 jeunes qui descendent, et quand je dis jeunes, je sais combien c'est idiot de renvoyer à la jeunesse complète le comportement idiot de certains de ses membres, mais là, c'est une réalité. C'est aussi une réalité des problèmes qui sont liés à un manque d'éducation, à un manque notamment de travail intelligent dans les écoles sur ces sujets-là. 3 jeunes qui descendent et qui vous renvoient à votre orientation sexuelle comme si elle était la seule chose à vous définir. Et là, on se dit qu'on est content qu'on est sur l'escalator qui monte et pas en même temps que sur celui qui descend parce qu'on ne sait pas ce qui serait arrivé. Parfois, vous avez physiquement peur. En 2020. Moi, pas vraiment, non. Je ne me sens pas... J'ai pas peur. J'ai pas peur. Quand j'étais enfant, j'avais peur. Quand j'étais jeune, j'avais peur. Oui, je le dis dans le livre. Ça a été difficile de l'assumer. Assumer, non. C'est parce que vous l'assumez, puisque vous savez que ça vous définit. Vous êtes différent, vous le savez. Le truc, c'est que ça prend toute la place et que ça ne devrait pas prendre toute la place et que vous devriez pouvoir trouver facilement des référents autant adultes que chez vos pairs pour pouvoir en parler sereinement sans avoir cette crainte qu'on vous tombe dessus à bras raccourcis pour une question d'orientation sexuelle ou bien de genre, quoi. Ouais. Ce que vous racontez, c'est qu'il y a quand même toujours beaucoup de clichés. Mais il y a énormément de clichés.
cliché et plus justement, et je dirais que les réseaux sociaux, le fait que les moyens... Facebook est très présent, c'est-à-dire que vous en parlez une rubrique sur 3 à peu près. C'était l'occasion aussi justement de pouvoir faire le lien entre les deux. Je pense que les caisses de résonance, aussi bien de l'intelligence à propos de ces questions-là que de la bêtise, de la crétinerie, voire l'appel à des violences est favorisé par le fait qu'aujourd'hui on a la possibilité de s'exprimer comme on veut et à tort et à travers aussi sur les réseaux sociaux. Et donc il y a là un danger que les adultes doivent bien peser de telle manière à protéger les enfants justement. Ouais. À plusieurs reprises, moi ça m'a frappé, vous employez l'expression PD. Ouais. Et vous dites, moi je suis PD. Et alors que pour moi, elle est extrêmement péjorative, dénigrante. Pourquoi est-ce que c'est quoi? C'est un goût de la provocation? Non, ça fait partie de l'habituation. Vous savez, toutes les communautés dans lesquelles où on se sent effectivement discriminé, qui sont visées par les gens dits normaux et qui sont insultés, que ce soit d'une manière ou d'une autre, que ce soit les blondes ou bien que ce soit les homosexuels, on finit par se réapproprier les insultes pour éviter qu'elles continuent d'être des insultes. À partir du moment où vous banalisez le mot PD, c'est plus une insulte, c'est une réalité. Moi, c'est ma vie, j'ai pas peur de ça et j'ai pas peur de le dire. Mais je sais que pour certains, c'est encore très très compliqué. Et ça l'a été pour moi aussi, d'ailleurs, à une époque. Alors, ça s'appelle presque 5 ans. Je voudrais dire qu'on a une conversation sérieuse, mais qu'il y a quand même des moments de légèreté et de l'humour aussi dans ces chroniques qui sont signées de David Lallemand. BX1+. Toujours plus d'actu. #11. Jeune adolescent, on a mal au ventre. On a mal au ventre tout le temps. Comme si quelqu'un découpait vos boyaux avec des ciseaux à bourron, tout doucement, sans jamais s'arrêter, centimètre par centimètre. On a peur aussi, peur que les bousculades, les gifles décochées au détour d'un couloir entre deux classes ne se multiplient, ne deviennent une habitude. Peur de ces faces grimaçantes qui s'approchent trop près de votre visage pour hurler des insultes ou simplement le mot PD. On a honte, on ne sait pas pourquoi, mais on a honte d'être traité ainsi devant les autres, tous ces autres qui ne bougent pas, dans le meilleur des cas, qui rient ou qui entrent dans la danse de l'humiliation, dans le pire. On accepte son sort, comme si la raison était du côté de celles et ceux qui vous en font baver. On sait pourquoi ça nous arrive, on sait au plus profond de soi qu'on n'est pas comme les autres. On n'a pas demandé à être différent, on ne l'a pas fait exprès, et pourtant on se sent responsable de cette différence, et on accepte son sort, comme une fatalité, comme une épreuve nécessaire pour mériter d'exister. Puis ça sert à rien de répondre ou de se rebeller. On n'a pas d'alliés, ni chez les adultes qui sont pourtant là pour nous aider, ni chez ceux qui devraient être nos pères, mais qui ne nous voient pas comme tels. Voilà, le chapitre 11 de ce presque 50 de David Lallemand. Donc ça, c'est un chapitre où vous revenez un petit peu en arrière, en enfance, et vous expliquez votre peur liée à votre orientation sexuelle. Ça veut dire que ça imprègne toute votre vie et que quand on a vécu avec cette peur que vous nous décrivez, qui n'est peut-être plus une peur quotidienne aujourd'hui, mais jusqu'à 50 ans, vous avez envie que ce soit différent pour les 50 années suivantes ? Oui, ça c'est une première chose. Et puis on a aussi envie que ce soit différent pour tous celles et ceux qui se trouvent dans la même situation, peut-être au même âge, voire plus jeunes, et qui savent pas vers qui se tourner, qui se disent que c'est peut-être normal que ça se passe comme ça, quoi. Le truc, c'est qu'après, quand on est catalogué, entre guillemets, dans cette catégorie des homos, ou bien de tous ceux qui sont déviants, parce que ça vient très très vite, hein. Vous n'êtes pas normal, donc vous êtes déviant. Quand on est dans cette catégorie, on a aussi ce besoin perpétuel de se dépasser parce qu'on doit faire tout mieux que les autres. Moi, je me suis senti très en résonance avec la slameuse qu'on avait tout à l'heure, Salima. Oui. Parce que cette réalité qu'elle vit, moi, je l'ai vécue autrement. Mais ça revient à plusieurs reprises dans presque 50 que cette résonance, moi j'aurais dit ce compagnonnage ou cette empathie, notamment vis-à-vis des femmes, elle est très présente chez vous. Mais bien sûr, on se sent proche de toutes les minorités ou bien de toutes les personnes ou les catégories de personnes qui sont d'une manière ou d'une autre soumis à la domination de l'autre. Exactement, et particulièrement de la domination des mâles blancs plutôt au-delà de 50 ans, justement. Ouais. Alors, vous avez été journaliste, hein, oui. Donc le livre raconte aussi plusieurs étapes de votre vie. Je voudrais qu'on s'intéresse un instant à l'écriture. Ça veut dire que vous avez écrit ça au jour le jour. Il y a des chapitres qui sont très courts, d'autres qui sont un petit peu plus longs. Est-ce que
il y a eu de l'angoisse de la page blanche, même si c'est sur Internet, ou est-ce que tous les jours vous saviez, ah tiens, je vais raconter ça? Ça veut dire que c'est pas une écriture construite. Vous avez retouché des choses ou c'était vraiment un journal jour par jour? Alors c'était vraiment un journal jour par jour. J'avoue que j'avais 5 textes parce que en fait quand j'y ai pensé c'était avant les 50 ans, avant 50 jours avant mes 50 ans et donc avant ce projet de le diffuser comme ça. Et donc j'avais 5 textes qui étaient prêts, mais donc je pouvais pas beaucoup me planter puisque j'avais 5 jours qui étaient bons et puis pour les autres je devais rédiger. J'ai pas eu peur de la page blanche, mais il y a eu des moments où je me suis trouvé dépassé par le projet puisque les sujets se sont imposés. Il y a l'actualité aussi qui revient à plusieurs reprises dans plusieurs chapitres et qui s'impose à vous. On parle de Trump, on parle, on parle du monde qui nous entoure. C'est venu un peu tout seul, mais je pense que pour celles et ceux qui auraient envie de le lire, je pense qu'au bout des 49 hashtags, on se rend compte qu'il y a un vrai lien entre toutes les histoires et que ce lien, c'est finalement les rapports humains, c'est notre capacité de résister à la violence ambiante, à l'hostilité du monde pour justement renouer avec ce qui fait notre fraternité finalement, que ce soit avec les hommes, avec les femmes, mais ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise. Alors comme tous les récits autobiographiques, c'est quand même un exercice de mise à nu, il y a une forme d'exhibition, vous l'assumez. Comment est-ce que votre entourage a réagi? Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que tout le monde s'est dit David écrit un bouquin, je serais peut-être dedans mais c'est quand même super? Jusqu'à présent, les retours ont été très très bons. J'imagine que ceux qui devaient être moins bons ne se sont pas encore exprimés. Peut-être qu'après l'émission d'aujourd'hui, ils auront envie de le faire. J'ai pas posé de questions, j'ai pas demandé d'autorisation, je l'ai fait comme c'est venu, donc c'est très spontané. Je me rends bien compte que c'est un peu impudique, mais si on veut, je dirais, parler d'une réalité qu'on vit et qu'on a ressentie, je pense que c'était obligé de passer par là. Je pense pas que je ferai un deuxième livre comme ça. Je sais que celui-là, c'était plutôt un défi, un challenge. Ça n'était pas au départ prévu pour se trouver sur le papier un jour. Je remercie d'ailleurs Academia, L'Harmattan, Sidonie Messin de m'avoir donné cette chance parce que ça m'a dépassé. Cette histoire, cette aventure me dépasse complètement. Ça s'appelle Presque 50 de David Lallemand et c'est donc effectivement aux éditions Academia. Toute dernière question, ça va être plus qu'un livre? Alors c'était presque 50 et ça devient plus qu'un livre puisqu'effectivement la compagnie du campus a décidé d'en faire un spectacle qui sera visible à partir de l'automne prochain et donc je suis très excité à l'idée de voir ce projet-là se concrétiser aussi. Ça veut dire que ce sera un seul en scène de David Lallemand? Ça, je peux pas encore vous le dire, mais si vous me réinvitez, je vous promets que vous aurez... Il est fort en communication, on voit que ça a été son métier et qu'il le fait toujours encore. David Lallemand pour Presque 50 qui était dans les studios de BX1. Merci David. Merci à vous.